Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Cette semaine, focus sur la chefferie traditionnelle en Afrique avec un premier dossier consacré au statut de cette chefferie coutumière. Au programme également de cette émission, l'opposition togolaise n'arrive toujours pas à s'entendre sur une candidature unique pour la prochaine présidentielle. Et en Côte d'Ivoire, la comparution de l'ancienne première dame Simone Gbagbo a débuté ce lundi. Et enfin, en troisième partie, la redistribution de la redevance minière est en question en République démocratique du Congo. Et pour nous accompagner pendant cette émission, nos éditorialistes, Jean-Marie Boutomo, bienvenue. Bonsoir Fanny, bonsoir à mes téléspectateurs. Malik Achar, bienvenue. Bonsoir Fanny. Gemma Taleb, bienvenue. Bonsoir Fanny et bonsoir à tout le monde. Tout de suite, l'actualité du jour. Le vœu d'une candidature unique de l'opposition semble donc s'éloigner au Togo. À quelques semaines de l'élection présidentielle, les candidats déclarés se multiplient. Ils sont désormais au moins 7 dans le camp des opposants à vouloir briguer la magistrature suprême. Ibra Adindiaï. L'opposition togolaise a un ordre dispersé à quelques semaines de l'échéance présidentielle. Pour l'heure, la possibilité d'une candidature unique de formation de l'opposition semble peu probable. Le comité d'action pour le renouveau accuse l'Alliance nationale pour le changement d'avoir tourné définitivement le dos aux réformes, tandis que le CAR, le comité d'action pour le renouveau, invite la population à choisir entre ceux qui la trompent et ceux qui lui disent la vérité. Pour sortir de l'impasse, de nombreux espoirs sortent sur une réunion organisée par l'opposition ce mardi 24 février afin de trouver une solution. On n'a pas beaucoup progressé. Il y a une réunion. Au thème de cette réunion-là, je pense quand même que nous sortirons un communiqué et puis pour pouvoir donc exprimer notre déception par rapport à cette démarche en laquelle nous croyons et également où nous avons reçu également des appuis des hommes religieux, mais malheureusement de toute façon le même parti qui ne souhaite pas se fondre avec les autres pour créer une dynamique unitaire de toute façon fait obstacle. Plusieurs raisons expliqueraient cette division dont la plupart sont liées aux ambitions personnelles et aux rivalités entre les membres de l'opposition. Dans un premier temps, c'est le point de départ du multipartisme au Togo. Le Togo est rentré en démocratie par le multipartisme. Et les chefs de file ont créé des partis politiques et c'est comme ça, c'est parti. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est qu'il y a des rivalités. Tous les chefs de partis sont très intelligents et aucun ne veut se soumettre à l'autre. Aux ambitions personnelles s'ajoute un autre facteur, la transhumance politique. La troisième raison, c'est que l'enjeu politique au Togo est tellement difficile. Nous avons vécu une dictature extrême où nous sommes en train de vivre une dictature à l'extrême. Chacun tire le drap vers lui. Chacun pense qu'il a le meilleur programme. Chacun pense qu'il est le meilleur candidat. Néanmoins, 6 formations politiques ont réussi à trouver pour le moment un terrain d'entente pour une candidature unique en la personne de Jean-Pierre Fabre de l'Alliance nationale pour le changement. La présidentielle est fixée au 25 avril 2015. Malik, une candidature unique de l'opposition au Togo, c'était mission impossible? Ça a l'air. En plus, vous avez autour de l'opposition togolaise des personnalités fortes. Vous avez Jean-Pierre Fabre, vous avez aussi Alberto Olympio, qui est un habitué aussi des élections. Effectivement, là, c'est le président qui est renforcé avec cette multiplication des candidatures. Donc effectivement, ça m'a l'air être mission impossible, d'autant plus que la stratégie adoptée par les différents partis d'opposition n'est pas bien connue. Certains veulent faire du boycott, certains veulent participer. Donc il était difficile effectivement de rassembler cette opposition éclatée un peu autour d'une seule candidature. Gemal, vous êtes d'accord ? Je ne sais pas, il n'y a pas à être d'accord. C'est très compliqué quand l'élection présidentielle a un seul tour. C'est-à-dire que la logique admise, presque universellement admise, c'est qu'une élection présidentielle est à 2 tours. Alors au Togo, ce n'est pas le cas, mais il n'y a pas que le Togo. Il y a d'autres pays où l'élection présidentielle est un tour. C'est le cas du Gabon, c'est le cas de la République démocratique du Congo, pour ne citer que cela. Et donc en général, on fait un premier tour où on s'élimine les uns les autres. Et donc il n'y a pas besoin d'une candidature unique de l'opposition, puisque le premier arrivé en tête maintient à la faveur des autres. Là, nous avons une élection donc à un seul tour, et une élection à un seul tour est très compliquée, parce que ça suppose qu'on laisse la place à l'autre. Et donc si vous me trouvez une personnalité politique qui laisse la place à un autre, montrez-la moi.
Partant de là, une opposition, c'est une somme d'intérêts, de convictions, d'ambitions, de situations donc absolument différentes. Et bien entendu, l'idée de laisser la place, alors que nous n'avons pas le même parcours, ni la même histoire et probablement même pas le même projet politique, est en soi très compliqué. Et donc, je comprends tout à fait. Cela dit, voilà, les Togolais vont partir en ordre dispersé. Ils ne sont pas les premiers et j'ai bien peur de penser qu'ils ne seront pas les derniers. Jean-Marie, est-ce que la candidature unique, c'était la seule chance, ou c'est la seule chance pour l'opposition d'atteindre l'alternance ? En principe, ça aurait pu être la meilleure occasion pour l'opposition de se rassembler autour d'un seul candidat pour pouvoir avoir la possibilité éventuellement de sortir vainqueur de l'alternance. Mais le problème qui se pose, c'est le problème que mes deux collègues ont souligné, à savoir que vous avez trop d'ambitions personnelles. Et ces ambitions personnelles font en sorte qu'on ne peut pas se mettre d'accord. On ne peut pas se mettre d'accord aussi. Ça vient aussi de la diversité des partis politiques, la diversité et l'immaturité, de mon point de vue, si vous voulez, des différents partis qui sont pratiquement dans l'incapacité de mettre en place une plateforme. Quand l'opposition se met ensemble, ça fait depuis 2010 qu'on est là-dessus, donc ils auraient pu être intelligents et mettre en place une plateforme commune qui leur permet d'avoir des chances de succès à cette élection présidentielle-là. Mais tel que c'est parti, comme Djemal le soulignait tout à l'heure, nous sommes à un scrutin qui a un tour et nous savons tous que la majorité présidentielle part toujours avec une avance certaine, confortable, par rapport, si vous voulez, à l'ensemble des partis de l'opposition qui n'ont pas de plateforme commune visible et lisible par rapport, comment dire, aux électeurs que vous avez. Malik, ce sont les ambitions personnelles des grandes personnalités de l'opposition qui est la principale cause de cette division? C'est une des causes. Il y a une pluralité de causes, mais c'est une des causes, effectivement. Et Jean-Marie soulignait effectivement le manque de vision, finalement, de stratégie qu'ont ces partis d'opposition. Et effectivement, ça participe aussi à la division des partis d'opposition lors de cette élection présidentielle. D'autant plus que, finalement, le président togolais, là, peut bénéficier finalement de son bilan économique qui n'est pas si morose que ça, qui a réussi quand même à dynamiser l'économie du pays, notamment le port de Lomé, et qui a pu créer aussi des emplois. Donc il a un bilan, lui aussi, le président, il a un bilan à mettre sur la table et à dire voilà ce que j'ai fait pendant mon mandat. Ce que n'ont pas les partis d'opposition, ils n'ont pas essayé de fédérer autour de leur cause, ils n'ont pas réussi à ramener des électeurs autour d'un projet politique, autour d'une alternance, et c'est cela le problème. Il y a la rivalité, il y a les égos, bien évidemment, mais aussi le manque de cohérence et l'absence d'un projet qui a été présenté aux Togolais. Alors, Djemal, il y a un parti d'opposition, le Comité d'action pour le renouveau, qui voulait mettre comme préalable la révision, les réformes constitutionnelles et institutionnelles, dont le mode de scrutin révisé avant l'élection présidentielle. Est-ce qu'il aurait fallu que toute l'opposition aille derrière cette demande? Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que Jean-Marie Bitomo a dit. Une opposition, c'est beaucoup de parcours différents, c'est beaucoup de choix politiques différents et parfois même de projets différents. D'ailleurs, si on n'était pas différents et si on n'était pas donc divergents sur nos choix pour le pays, on serait un seul parti. Et vous connaissez la phrase de Voltaire, si nous réfléchissons tous pareil, c'est qu'on a cessé de réfléchir. Et donc l'idée qu'on ait une opposition diverse, diversifiée, multiple, comme diraient certains, ou plurielle, comme a dit un ancien Premier ministre français, et a un sens. Et donc, nous sommes dans ce schéma-là aujourd'hui au Togo. Évidemment, la réforme constitutionnelle, évidemment qu'il faut la faire, parce qu'encore une fois, l'une des rares fois où je suis d'accord avec le président Obama, c'est quand il dit que le continent africain a besoin d'institutions. Et c'est vrai que l'un des gros problèmes que nous avons, c'est la stabilité, c'est la crédibilité et parfois donc la force de nos institutions. Et donc, nous souffrons de ça. Le Togo n'est qu'un pays, c'est pas le pays le plus mal gouverné, c'est pas une dictature, c'est pas un pays atrocement antidémocratique. Non, c'est un pays qui souffre des difficultés comme les autres, qui a un choix, qui a une classe politique qui fait les choix comme elle peut, et donc ils essayent de les gérer dans ce qu'ils font. Je suis tout à fait content quand l'opposition débat, qu'elle essaie d'avoir un candidat ou pas, c'est-à-dire qu'il y a une vitalité de la démocratie, et ça, je m'en réjouis. Merci. Dans l'actualité également en Côte d'Ivoire, la comparution de l'ancienne première dame Simone Gbagbo a débuté ce lundi. Elle est accusée d'atteinte à la sûreté de l'État. Pour l'instant, elle nie les faits. Ibrahim Ndiaye. Ouverture ce lundi 23 février du procès de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo. Elle est accusée d'atteinte à la sûreté de l'État dans la crise post-électorale de 2010 à 2011, en compagnie de 82 autres co-accusés à Abidjan. Et déjà, les avocats protestent contre plusieurs points de procédure non respectés, selon eux, par le parquet.
Nous nous réjouissons de la tenue de ces procès qui font place aux exécutions sommaires sur la base des préjugés en Côte d'Ivoire. Des victimes viendront témoigner. Nous viendrons les soutenir et en même temps réclamer une justice inclusive, que tous les auteurs des crimes soient punis. Nous appelons à une mobilisation de nos membres. La justice ivoirienne est souvent accusée d'être une justice des vainqueurs par l'opposition et des organisations de la société civile. Pour Kwame Adjoumani de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, il y a un seul camp devant la barre. Ce procès, pour nous l'avons toujours signifié que c'est un procès que nous qualifions de procès des vainqueurs, parce que la justice des vainqueurs. Parce que pour nous, c'est deux camps qui se sont affrontés, et donc s'il doit y avoir, il faudrait bien que ces deux entités soient représentées au procès. Alors, ce que nous constatons, c'est qu'il y a un seul camp qui est toujours appelé là-bas, et ça nous laisse un peu perplexes. Mais nous attendons de voir à la fin de tout le procès pour pouvoir vraiment donner un regard sur ce qui s'est passé. Parce que comme vous le constatez aussi, les membres du jury sont des membres qui ont été priés, qui sont tous des écoles. Et en même temps, vous l'avez constaté avec nous que dès le départ, il y a eu problème et le président a demandé qu'on refasse. Et c'est pour vous dire que c'est dans la précipitation totale que ce procès est en train d'être mené. Pour nous, il faut la garantie de la défense n'est pas, pour nous, on n'est pas complète. Au premier rang du box des accusés figure Aboudraman Sangaré, un compagnon de route politique de l'ancien président Laurent Gbagbo, l'actuel président du FPI Pascal Affi-N'Guessan ou encore le dernier premier ministre Gilbert Akebo sous la présidence de l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo. Jean-Marie, l'ancienne première dame, affirme qu'elle ne sait pas ce qu'on lui reproche. Est-ce qu'elle est sur le banc des accusés parce qu'avant tout, elle est l'épouse de l'ancien président? Fanny, vous savez, j'ai l'impression qu'il y a une instrumentalisation, si vous voulez, de ce procès-là qui va contribuer à désorganiser encore un peu plus, chose que je ne souhaite pas, si vous voulez, la scène politique ivoirienne. Tout simplement pourquoi, dans la mesure où on sait très bien que c'est une ancienne première dame. La responsabilité, si on veut raisonner juridiquement ou constitutionnellement, la responsabilité juridique d'une dame, d'une première dame d'un État, elle s'arrête où? Elle commence ou elle s'arrête où? Donc on peut avoir deux interprétations. La première interprétation peut être celle de l'instrumentalisation, si vous voulez, de ce procès-là, pour des raisons politiques inconnues ou pas. Et d'un autre côté, vous avez des supposées victimes, ou des victimes, si vous voulez, de cette guerre-là qui réclament quelque part, comment dirais-je, qui réclament que la justice puisse passer vis-à-vis de la première dame. Mais de mon point de vue, j'estime qu'on ne peut pas dire qu'un président de la République, c'est-à-dire ses responsabilités incombent automatiquement ou directement, si vous voulez, à son épouse. Du moins, moi, c'est mon point de vue. Dès l'instant qu'on me poserait les preuves sur la table qu'elle a effectivement participé, si vous voulez, à des actions de déstabilisation de la scène politique ivoirienne, je me dirais oui, mais j'attends qu'on puisse me poser les preuves sur la table parce que de mon point de vue, j'ai l'impression que cette instrumentalisation-là est très très malvenue, d'autant plus que le mari se trouve à la Cour de justice internationale et la dame, en même temps, donc on peut y voir une concomitance, si vous voulez, des événements qui visent peut-être un objectif précis de la part des actuels, si vous voulez, dirigeants du pouvoir en Côte d'Ivoire. Gémal, effectivement, ce procès pose la question du statut de la première dame dans ce genre de cas. Est-ce qu'on peut la poursuivre pour des faits qui sont reprochés à l'origine à son époux? Je n'ai pas connaissance qu'il existe un statut de première dame en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, pas davantage ailleurs. Et donc, il n'y a pas de statut spécifiquement protecteur de première dame. Ça, c'est une chose. La deuxième des choses, vous me demandez de donner un avis sur un procès dont je ne connais pas le contenu. Je ne connais pas le dossier, je n'ai pas étudié le dossier, d'ailleurs personne n'a accès au dossier. Nous avons là des généralités sur lesquelles nous donnons un avis. À titre personnel, je me méfie de la justice des vainqueurs. À titre personnel, je me méfie toujours de penser que le drame de la Côte d'Ivoire est venu d'un côté et pas de l'autre. Et je me méfie toujours qu'on ait envie de donner du tort à certains, de les traîner probablement, cela retarde la paix. Cela retarde la réconciliation et cela est préjudiciable de mon point de vue en général à la Côte d'Ivoire et ses intérêts. Et donc, si j'avais des conseils à donner, et bien entendu je n'en ai pas, c'est plutôt un autre choix. Enfin, les autorités ivoiriennes ont fait ce choix-là, on ne peut que le respecter, elles sont légitimes, elles ont le droit de le faire. Pour le reste, de ce que j'entends en tout cas des partisans de Mme Gbagbo, c'est qu'elle n'est pas, sur ce fait-là qui lui sont reprochés, pas coupable de quelque chose. Après, il m'est très difficile de donner un avis sur un dossier dont je ne connais pas le contenu.
Malik, quel est votre avis sur les poursuites qui visent l'ancienne première dame? Les charges sont lourdes. Il y a atteinte à la sécurité de l'État, trouble à l'ordre public. Il y a des chefs d'accusation qui sont quand même, il y en a je pense 10 ou 11 concernant Simone Gbagbo. Mais le problème c'est finalement, est-ce que c'est à l'accusation d'apporter les preuves de ce qu'elle avance? C'est ça tout le problème. Maintenant le procès débute. On va voir si l'accusation a des preuves matérielles vraiment qui sont édifiantes pour accuser Simone Gbagbo. Pour l'instant, on n'a pas. Le procès débute. C'est difficile de se prononcer maintenant. On verra à l'avenir. Maintenant, effectivement, j'ai bien peur que dans la crise politique communautaire qu'il y a eu en 2010, il y a eu deux partis. Il y a eu deux partis qui sont pleinement responsables de la crise qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Et on ne peut pas comme ça juger une seule partie. C'est trop gros, j'ai envie de dire, c'est trop gros. Et il y a plusieurs acteurs, je pense, de cette crise qui ne sont pas forcément du côté Gbagbo, qui ne sont pas à ce procès, qui devraient y être aussi. Merci messieurs, nous allons marquer une courte pause un instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.